Salut les amigos, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler enfin de cette putain de méthodologie du commentaire d'arrêt. J'avoue que cette méthodologie m'a été de nombreuses fois demandée en commentaire et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire une vidéo sur cette putain de méthodologie du commentaire d'arrêt. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais fonctionner par plusieurs vidéos et aujourd'hui, on va essayer de voir de manière générale comment réussir son commentaire d'arrêt. Et comme je le dis dans une autre vidéo, en fait, faire son commentaire d'arrêt, c'est au fond faire trois choses. C'est essayer de déterminer le sens, la valeur et la portée d'un arrêt. Donc déjà, vous devez impérativement avoir ces trois choses dans la tête. Impérativement, sens, valeur et portée d'un arrêt. La première chose qu'il est important de faire dans son commentaire d'arrêt pour ne pas passer à côté, c'est de se référer constamment à l'arrêt tout au long de votre commentaire d'arrêt. Vous devez en fait citer l'arrêt au moindre coin de votre commentaire d'arrêt, soit vous mettez l'arrêt entre guillemets, soit bien évidemment vous dites dans l'arrêt commenté, nanani, nanana. Dans le grand A, on a tendance à mettre le cours, c'est ce qu'on nous apprend généralement. On met le cours voilà, pour situer un petit peu l'arrêt. Or c'est une très grosse erreur. Il ne faut pas dans cette partie-là ne mettre que le cours. Il faut absolument que vous citiez l'arrêt, que vous parlez de l'arrêt concrètement. Par exemple, vous avez un arrêt sur la GPA, la gestation pour autrui. Dans votre grand A, il faut bien sûr que vous parliez de la GPA, mais surtout que vous vous référiez à l'arrêt. Par exemple, le début de votre grand A pourrait être la problématique de la transcription des actes d'état civil d'enfants issus de GPA est récurrente de nos jours. Des parents désireux d'avoir des enfants ont de plus en plus tendance à se tourner vers l'étranger pour assouvir leurs besoins, notamment en utilisant les conventions de mère porteuse. Mais instantanément après, vous allez dire un truc du genre dans l'affaire commentée, c'est bien un contrat de gestation pour autrui qui a été conclu entre A et B le 17 mai 2014. Les juges l'ont d'ailleurs très bien relevé. Et voilà, donc en fait, il faut toujours se raccrocher constamment à l'arrêt, toujours illustrer avec l'arrêt. La deuxième chose qu'il est hyper important de faire dans un commentaire d'arrêt, c'est le critiquer. Il faut critiquer objectivement l'arrêt. Et ça, c'est ce qu'on appelle la valeur d'un arrêt. C'est apprécier la valeur d'un arrêt. Il faut donner une critique objective, bien entendu, qui ne soit pas subjective, une critique objective, critique en droit. On dit que c'est souvent ce qui apparaît normalement dans votre grand 2. Mais au fond, c'est pas ce qu'il faut faire. Non, il faut essayer de critiquer tout au long de votre commentaire d'arrêt, même dans le grand 1, il faut essayer de critiquer cet arrêt. Après, c'est sûr que si vous n'avez pas grand-chose à dire, eh bien, il faut mieux garder ces critiques pour la fin. Mais essayez d'avoir cette petite chose en tête. Il faut essayer constamment de critiquer l'arrêt dans le grand 1 et dans le grand 2. Et là, nous allons aborder les différentes questions qu'il faut se poser pour critiquer un arrêt de la Cour de cassation ou une décision du Conseil d'État. En fait, il y a deux grandes questions à se poser. Il faut tout d'abord se demander si la solution est conforme au droit positif, autrement dit à la jurisprudence antérieure, ou au contraire est-ce que la solution qui est dégagée est contraire à ce droit positif. Et là, au fond, deux choses peuvent se passer. Premier cas, la solution est conforme au droit antérieur. En général, c'est ce qui se passe dans la plupart des cas. La solution n'apporte rien de nouveau. Mais vous pouvez toutefois vous poser quelques questions si c'est le cas. Par exemple, la décision est-elle fondée sur la même motivation? Est-ce que cette décision-là est-elle fondée sur les mêmes fondements juridiques? Est-ce que les juges ont raisonné de la même manière? Ensuite, deuxième cas, la solution n'est pas conforme au droit antérieur. Eh bien, vous pouvez alors vous poser ces quelques questions suivantes. La solution rendue n'est-elle pas issue d'une erreur dans le raisonnement des juges? Bon, alors là, il faut être très prudent, car généralement, les juges de la Cour de cassation ne se trompent pas. Mais ça vaut quand même la peine de se poser ce genre de questions. Ensuite, la décision porte-t-elle sur un élément nouveau qui n'a jamais été posé en jurisprudence? Ensuite, la décision tranche-t-elle un conflit doctrinal, voire un conflit au sein même de la jurisprudence de la Cour de cassation, par exemple? Une chambre aurait dit ça, alors qu'une autre chambre de la Cour de cassation aurait dit ça, et donc la décision viendrait trancher un conflit jurisprudentiel. Enfin, on peut se demander si la décision est un revirement de jurisprudence. Et la deuxième grande question qu'il faut se poser, est-ce qu'il faut être d'accord avec la solution qui a été dégagée? Alors là, il faut se poser les questions suivantes. Déjà, est-ce que pour vous, les juges ont adopté un raisonnement parfaitement logique, parfaitement cohérent en droit? Ou au contraire, y a-t-il plutôt une contradiction dans leur raisonnement? Ensuite, la décision est-elle en cohérence avec les grands principes du droit? Par exemple, la solution est-elle conforme aux principes de la liberté matrimoniale, de la liberté contractuelle ou encore de la force obligatoire des conventions? La décision met-elle en opposition deux principes fondamentaux? Et lequel des deux la Cour de cassation fait-elle prévaloir? Mais pourquoi selon vous? Pour ces deux questions, c'est très important d'avoir une shortlist des grands principes fondamentaux d'une matière. Par exemple, en droit des obligations, vous avez la liberté contractuelle, l'effet relatif des conventions, la force obligatoire des contrats. Et donc la solution viendra-t-elle mettre une barrière à la liberté contractuelle? Serait-elle contraire à l'effet relatif des conventions?
Pareil, en droit de la famille, on a la liberté de se marier, le droit au divorce, la vérité biologique en matière de filiation, etc., etc. Donc voilà, il faut avoir en tête ces grands principes fondamentaux. Ensuite, bien évidemment, vous pouvez encore vous poser d'autres questions. Est-ce que la décision vous semble juste? Déjà. Est-ce que la décision vous semble pratique? Ou au contraire, un peu formelle, un peu contraignante? Est-ce que la décision est-elle, selon vous, utile? Est-ce qu'ensuite, la décision fait-elle prévaloir un intérêt particulier, par exemple une partie faible, mineur, salarié, consommateur? Y a-t-il en l'espèce une contradiction entre un intérêt général et un intérêt particulier? Ensuite, d'un point de vue économique, cette décision est-elle utile et opportune? Par exemple, avec une telle décision, est-ce que ce sont plutôt les débiteurs ou les créanciers qui sont favorisés? Enfin, vous pouvez également vous demander éventuellement si la décision est moralement juste. Et une fois que vous aurez fait tout ça, eh bien là, vous allez avoir votre petit brainstorming, vous aurez la réponse à toutes ces questions, toutes ces questions, toutes ces questions. Et après, eh bien demain, nous verrons comment faire le plan du commentaire d'arrêt. Donc abonnez-vous si vous voulez être informé de la nouvelle vidéo, qui paraîtra demain normalement, sur le plan du commentaire d'arrêt. Et pour répondre à l'ensemble de ces questions, essayez de confronter les deux thèses en présence. Donc si c'est un arrêt de rejet, il faut confronter la thèse du demandeur au pourvoi et de la Cour de cassation. Si en revanche c'est un arrêt de cassation, il faut confronter la thèse de la Cour d'appel et de la Cour de cassation. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à me mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. J'espère qu'on va se revoir très bientôt pour de nouvelles vidéos et n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé sur toute cette vidéo. On se retrouve très vite pour des vidéos méthodologiques. Allez, ciao, bye bye.